Le métier de dev est aussi un métier passion. Beaucoup d'acteurs, lassés de ne pas être sélectionnés sur des castings, décident d'écrire eux-mêmes leurs films et de se mettre eux-mêmes en scène. Quand une personne est habitée par une passion, on ne peut parfois pas attendre que la profession nous valide. Il faut donc tout faire soi-même. Et comme beaucoup d'entre nous, le premier contact avec l'informatique se fut à travers les jeux vidéo, certains se lancent dans la création de studios de jeux vidéo. Mais alors, quelle différence entre le dev rêvé quand on était petit versus le dev réalisé quand on est adulte? Faut-il forcément avoir un rêve pour faire ce métier? Et surtout, peut-on faire ce métier sans avoir de passion? Pour répondre à ces questions de passion, je ne reçois pas Ben Affleck, mais il s'y connaît en rêve d'enfant. Evan, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Evan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, donc je m'appelle Evan Boissonneau, je suis dev de jeux vidéo, je développe mon deuxième jeu vidéo et aussi à côté, j'ai une entreprise de formation coaching qui s'appelle Dev to be Curious. Alors, du coup, ce lancement dans le monde du jeu vidéo, c'est un truc que tu fais depuis toujours? Tu y es revenu après et surtout, pourquoi tu t'es lancé dans cette folle aventure? Allez, on va dire, il était une fois un jeune dev qui découvrait le dev avec son Amstrad 6128+ et qui, a découvert, des lignes de code qu'il savait même pas ce que c'était. J'avais 9 ans, 9 ou 10 ans quoi par là et j'avais du code qui était là en basique, pour faire un jeu, bah, c'était parti quoi et là, je suis tombé amoureux, du code à travers le jeu comme tu le décris si bien. J'ai voulu devenir dev pour devenir dev de jeux vidéo, ouais complètement. Les besoins d'argent m'ont fait retourner vers le métier de dev pur et il y a un moment donné, en fait, c'est tellement présent, tellement que c'était vraiment dans les tripes, quoi. Je voulais pas, arrêter mon métier sans devoir passer par, bah, mon premier amour et donc voilà pourquoi j'y suis retourné et j'ai profité, en fait, de la rencontre d'une personne, qui est devenue mon associé aujourd'hui, Anthony, pour, bah, propulser, bah, la création du studio qu'on est en train de créer Mmh. et du premier jeu vidéo réel, parce qu'il y en a eu un premier, mais j'en reparlerai au besoin, mais surtout de ce jeu qui s'appelle Wake Up Lia, qui est en cours de développement. OK. Est-ce qu'il y a, parce que du coup, j'imagine que, enfin, quand tu le découvres à 9 ans, tu vois, moi, ça a été le cas de rêver un peu ce que c'est que le développement de jeux vidéo, Mmh. de rêver un peu ce que ça représente. Et puis un jour, tu te confrontes à la réalité de ce que c'est, parce que du coup, toi, tu t'es lancé dans cette aventure, tu l'as fait réellement de créer un jeu vidéo. Heu, c'est quoi les différences principales entre ce que tu rêvais et ce que c'est réellement? Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Est-ce qu'il y a des trucs qui étaient encore plus kiffants que ce que tu imaginais? Tu vois, c'est quoi la différence entre ce que tu rêvais et ce que c'est réellement? Alors ce que je rêvais, oui, bah, quand tu es gamin, tu rêves, parce que, bah, c'est dans notre nature de gamin, on rêve beaucoup. En tout cas, moi, j'étais un gamin très rêveur et ça, j'ai jamais perdu. Donc ça permet de me tirer vers le haut, déjà. Le rêve, j'ai tenté de le réaliser déjà, lors des premières années de BTS où, mon frère était en train de devenir graphiste. Donc on s'est dit, très, bah, typique, hein, «Allez hop, on monte un jeu vidéo, puis on fait très typique comme tous ceux qui débutent, on va faire un RPG» parce qu'on est tombé amoureux de Final Fantasy VII, tu vois? De trucs comme Mmh. ça. Et puis en fait, on s'est confronté en fait à la réalité de comment le développer. Alors il y avait déjà RPG Maker qui existait, donc ça nous a facilité les démarrages, mais en fait, bah, mon frère comme moi, on a tout de suite été confrontés déjà à la difficulté, bah, de la réalisation, déjà du code, de l'organisation, de l'apprentissage de l'outil et puis, aussi, du côté graphisme, bah, de tout ça quoi en fait. Surtout qu'en plus c'était il y a plus de 20 ans, hein. Donc bah, déjà, c'était la première confrontation à la réalité et en ce temps-là, le monde du jeu vidéo était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le rêve, bah, c'est quand on a commencé à construire le premier jeu vidéo, là, cette fois-ci, quand on a vraiment voulu le faire, donc c'était il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Ouais, le premier, ce qui s'appelait Signal Memories, le jeu.
En fait, on a les premières difficultés, ça a été de monter l'équipe. La 2e difficulté, c'était le côté financier et le 3e difficulté, c'était comment gérer, les visions de chacun sur le jeu, où ça a été vraiment, en fait, on s'est pris, des grandes difficultés aussi sur ça. C'est l'apprentissage de la vie d'équipe. Moi, je connaissais déjà, j'avais déjà une entreprise. Mais quand même, c'est pas pareil avec un jeu vidéo parce qu'on Mmh. porte, sur autre chose. On est sur la créa et c'est comment, accompagner aussi, manager, garder la vision aussi en tant que, cette fois-ci, celui qui porte la vision des jeux vidéo. Ouais, il y a plein de choses là-dessus et puis comment gérer des acteurs que tu sais même pas le métier. Comme moi, le son, j'adore le son, mais j'ai pas du tout de connaissance de son. Tu vois, des choses comme ça et ça, sur le 2e jeu, c'est ce qu'on apprend encore plus et j'apprends, hein, je suis en train de c'est mon métier actuellement, mais c'est surtout une formation que j'ai, hein. Je suis pas Mmh. encore expert là-dessus, hein. J'ai eu l'occasion de faire quelques épisodes autour du monde du jeu vidéo, Mmh. parce que forcément comme beaucoup de devs, j'ai aussi une passion pour le jeu vidéo. Je joue encore et forcément énormément, et je fais partie aussi de gens comme toi qui ont rêvé de faire des jeux vidéo. Dans les quelques épisodes que j'ai pu faire, j'ai quand même eu l'impression que, en fait, dans la création d'un jeu vidéo, il y a pas tant de dev que ça. Il y a pas tant de technique que ça. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de RPG Maker. Mine de rien, RPG Maker te retire une grosse partie de la technique, à faire et que du coup, il y a quand même un vrai travail, de création d'histoire, de création de graphisme, de création d'univers, qui est plus du coup un travail, artistique, au final et beaucoup moins technique. Est-ce que toi, tu as le même, sentiment? Est-ce que tu en as une autre vision? Et si tu as le même sentiment, est-ce que ça a pas été une déception pour toi en tant que dev de voir qu'en fait, il y a pas, que le dev, c'est pas le plus gros truc dans le monde du jeu vidéo? En fait, ça va dépendre du jeu vidéo. De ce que j'ai compris, en fait, Mmh. moi, c'est ma vision, attention, et puis je suis pas, encore une fois, un expert du jeu vidéo. J'ai pas 20 ans de métier en jeu vidéo. J'en ai que 5 ans, sur une partie et 3 ans sur l'autre. Mais je te rejoins sur un point, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est la nécessité de concevoir déjà ton tout le game design et ça, c'est Mmh. des compétences qui s'apprennent et ça nous a pris pas mal de temps, en fait, de réflexion. Avec Anthony, on y a passé énormément de temps parce que, c'est le plus important, les boucles de gameplay, toutes ces choses-là. Donc clairement, ça a été un temps immense. Mais, tu sur nous, sur le jeu vidéo qu'on développe actuellement, il y a vraiment besoin de code parce qu'il y a une spécificité de notre jeu où on est obligé de passer par le code. Tout ce qui existe aujourd'hui ne nous permettrait pas de le faire, donc il y a vraiment du code à faire et quand tu prends une plateforme comme Unity, même si elle te prémâche pas mal de choses, il y a beaucoup de choses quand même à faire. Mmh. Donc, je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin sur ça. Moi, je pense pas qu'il y a, tous les jeux, oui, il y en a certains, tu peux développer avec RPG Maker, mais en gros, tu feras quoi? Un RPG, qu'est-ce qui va être original? Ce sera surtout pas le fait que ce soit un RPG. Par contre, ça va être ton histoire qui va être originale. Ça va être tu peux rajouter, hein, du code custom dans RPG Maker maintenant et de plus en plus, mais quand même, tu es quand même cadré sur ça. Si tu veux rajouter, surtout dans la partie, tu sais, des jeux indep, si tu veux être vraiment original, si tu veux ramener ta petite touche, ta petite patte, eh bien, tu dois retoucher au code, hein, sur un shader, sur de la VFX, toi, ça peut être autant anime que boucle de gameplay, que artistique et oui, en effet, il y a pas que le dev, mais moi, je vois que ça prend quand même une partie, il y a au moins 30 40 c'est du dev, hein, quand même. OK. En tout cas. Il y a, donc du coup, toi, tu as fait le choix de Unity. Mmh. Vous êtes pas parti sur un Godot ou ce genre d'autres plateformes? Alors, je te remercie de la question. En fait, on a commencé par, d'abord faire un POC sur Phaser, si tu connais Phaser, Non. Phaser.js. Donc ça permet de faire des jeux, donc ça utilise, tout ce qui est Canva, tu sais HTML5 OK. Canva et WebGL et c'est vraiment une plateforme super sympa pour faire des jeux 2D, un peu de 3D mais plus 2D et ça a été très, mis en avant pour faire du dev, de jeux vidéo, Facebook. Tu sais, les Facebook gaming, OK, quoi. ouais. Ouais. Donc on est parti là-dessus, puis on commence à voir les limites, on se dit: «Bon, on aller vers quoi?» et puis on a quand même une approche, même si j'ai fait du .NET Framework, on a une approche qui est quand même très open source et on s'est dit: «Bah, on part sur du Godot». Ouais, on est parti sur du Godot Engine. C'était vraiment cette réflexion entre Unity, Godot, Unreal pardon, ça a été vraiment le grand choix. Déjà Unreal, on l'a abandonné parce qu'on ne voulait pas du C++, même s'il y avait des meilleures performances et donc Godot a été notre choix et en fait, on y est revenu. On a quitté Godot parce qu'en fait, Godot, même s'il est supporté par Microsoft aujourd'hui, le C# il est pas très, maintenu et nous, on voulait coder notre jeu en C#. C'était OK. parce que c'est un plaisir autant d'Anthony que de moi, de faire du C# et on se voyait pas réapprendre de nouvelles techno, même si on se voyait pas très compliqué de Godot. On voulait pas, on voulait vraiment avoir cette souplesse, cette liberté, cette expérience du C#. Moi, ça fait 20 ans que je fais du C#. Donc, je voulais, garder cette facilité. Voilà pourquoi on a abandonné, Godot et en plus parce que ça plantait tout le temps, quoi. Entre Godot et C#, ils n'arrivent pas à vivre ensemble vraiment bien, quoi. Donc Ouais. on est revenu sur Unity et puis il y a une communauté de malades sur, Unity, quoi. C'est un truc de dingue.
Donc ça a été ce choix-là, malgré, certaines décisions d'il y a quelque temps, hein, qui nous ont fait très peur. C'est quand même, on est vraiment content et satisfait de ce choix-là, pour l'instant. On espère qu'ils ne nous feront pas Mmh. d'autres frayeurs. Pour terminer un peu sur l'aspect, on va dire, très technique, j'ai cru comprendre il y a une logique dans la programmation de jeux vidéo qui est très différente, d'une application, web ou d'une application, mobile, avec cette notion de ticker, en fait, de rafraîchissement de l'écran, Ouais. tous les, X frames, heu, qui amène du coup une conception de l'information qui est très différente. Alors moi, j'ai fait un épisode sur Godot, j'ai pas encore fait d'épisode sur Unity, donc je connais pas, même si j'ai cru comprendre que c'était assez proche. Mmh. Est-ce que du coup, ça c'est un truc que tu as expérimenté de devoir un peu, shifter ton paradigme de programmation pour t'adapter à cet environnement? Ouais, ouais, complètement. Ça fait donc, 20 ans que je fais du dev entreprise, applications de gestion ou autres, et mobile. Clairement, il y a des réflexes qu'on a où on pense, plus, des fois ça va être événementiel quand c'est du Windows ou des applications, Zut natives. Mais, clairement, il y a un switch, à vraiment, faut shifter dans sa tête sur ce système, vraiment de frame, de tick et dès qu'on l'a, on arrive à avancer. Et clairement les débuts, moi, c'était: «Bah, non, comme ça, tu vas faire par événement, par machin» et en fait, il y a vraiment cette approche à avoir. Dans Godot comme dans Unity, c'est exactement pareil. La seule différence de Godot et Unity, c'est l'approche, composant ou nodal, hein, qui change, hein, c'est juste ça. Le reste, c'est OK. exactement pareil. On a sur le même principe parce qu'on est basé sur un moteur de jeux vidéo. Petite parenthèse, moi, quand j'avais commencé à me former en jeux vidéo, c'était en autodidacte sur un bouquin. C'était, en C et C++ et c'était vraiment avant même tous les moteurs qui existaient et heureusement que j'avais appris ça entre guillemets, c'était resté en tête, ce côté vraiment d'itératif de, il y a du frame et vraiment, c'est comme ça que tu vas faire ton jeu et ça heureusement c'est resté et c'est revenu. Parce qu'autrement, ouais, ouais, ça perturbe, hein. Ça perturbe quand tu es vraiment sur du dev pur. J'entends sans les moteurs, d'aujourd'hui où, tu as plein de moteurs aujourd'hui qui te font oublier ça, hein. Ils te parlent d'événements, de clics. Tu reviens du développement Windows quasiment ou du développement, tu sais, WYSIWYG, quoi. Donc, Mmh. quand c'est du pur Unity ou du pur Godot, ouais, ouais, ou même Monogame, hein, pour ceux qui connaissent, c'est du C# pur à la Phaser. Ouais, tu as intérêt d'avoir cette pensée-là, pour bien impacter comment tu avances, et en plus bien penser à quel moment, c'est un peu comme dans les composants avec des cycles de vie. Tu as des moments où tu dois t'attacher sur le tick, mais tu as les fixes tick. Donc il y a tout ça à apprendre, ouais, cette culture de à quel moment bien placer, comment, mettre à jour, ouais. Mais, Mmh. ça vient vite, hein. Je trouve que ça Ouais. vient vite. Heu, pour faire une petite analogie, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube, Get Smarter Everyday, Ouais. qui est une chaîne YouTube, de vulgarisation scientifique, Mmh. qui est assez intéressante et il a une vidéo où il explique qu'un jour, il y a un de ses abonnés qui lui parle d'un vélo qu'il a construit, qui le lui envoie après, où en fait, tu as juste un engrenage en plus, sur le guidon et donc en fait, quand tu tournes ton guidon à droite, la roue tourne à gauche et quand tu tournes ton guidon à gauche, la roue tourne à droite et du coup, il se dit, en fait, moi, je suis ingénieur, j'ai tout un tas de diplômes, j'ai bossé pour la NASA. Je peux être capable assez facilement de comprendre que c'est dans l'autre sens et que donc je peux faire du vélo, normalement et en fait, il n'arrivait pas à faire du vélo et il l'amenait à des conférences et Ouais. personne n'arrivait à faire plus de 10 mètres avec le vélo et un jour, il s'est dit: «OK, je vais faire en sorte, tu vois, de savoir faire du vélo» et je crois qu'il a mis 2 ans en s'entraînant 15 minutes par jour pour réussir à avoir un jour ce déclic et se dire: «OK, en fait, maintenant mon cerveau, il a compris, Mmh. quand je tourne à droite, ça tourne à gauche et inversement». Et il raconte que quand il est remonté sur un vrai vélo après avoir eu le déclic, il lui a Ah oui. fallu quelques minutes pour refaire le déclic dans l'autre sens et revenir sur le modèle différent. Heu, toute cette belle histoire pour dire justement, est-ce que toi tu arrives à faire ce switch, facilement? Est-ce que tu as encore parfois des réflexes côté, application gestion comme tu le disais qui viennent te polluer dans la façon dont tu vas faire du jeu vidéo ou inversement? Tu vois à quel point c'est différent comme logique et est-ce que l'une et l'autre peuvent quand même s'enrichir ou se complémenter? Ouais. Oui, en fait, merci, hein, pour cet exemple parce que je le connais pas et je vais aller vraiment, chercher parce que ça m'intéresse beaucoup. Hem, non, c'est pas à ce point-là. Pour moi, c'est pas à ce point-là. Tu sais, c'est un peu comme la découverte de certains paradigmes comme, tout ce qui est observable, observer, ArcGIS, des choses comme ça qu'on trouve aussi en Java. C'est de ce qu'on m'a dit.
une fois que tu les as pris, moi en tout cas ça me fait ça, c'est que oui, je vais y penser, oui, c'est mon approche, mais je suis capable, peut-être c'est l'expérience qui fait ça, je suis capable de switcher assez rapidement. Et en même temps, pour répondre à ta question aussi, est-ce que ça peut pas s'enrichir, l'un de l'autre? Oui, moi, toi, par exemple, tous les principes d'injection dépendance qui viennent vraiment du côté back et qu'on retrouve aussi du côté front avec Angular, par exemple, Mmh. moi, je les applique dans le jeu vidéo actuellement et il existe donc une librairie qui s'appelle, Zinject qui te permet de le faire et en fait, c'est une super richesse pour certains types de jeux vidéo, hein. Pour les jeux, vidéo ultra performants qui ont besoin vraiment de milliers de rafraîchissements et de mises à jour, là, tu vas pas l'utiliser. Mais pour des jeux comme le nôtre où on est vraiment sur un jeu de plateforme aventure, il y a pas besoin de très grande performance. Si, il faut que ce soit performant, mais je veux dire, tu peux accepter une petite perte, et ça sera pas impactant pour le jeu. Nous, on a vraiment fait ce choix-là d'utiliser ces principes d'injection, d'interface, de penser même domain first, des choses comme ça. On les a amenés vraiment dans le jeu vidéo et en fait, on voit que c'est une richesse et ça guide un développement tout en gardant le côté qui existe vraiment du jeu, hein, c'est-à-dire, tous les tics et cetera, ça, on vit dedans. Mais par contre, on peut amener cette richesse et au contraire, je trouve que ça enrichit la façon de coder et ça amène de la qualité sur des jeux vidéo que j'ai pu voir moi d'autres, hein. Je ne veux pas critiquer, négativement tout le monde, mais la qualité elle est pas toujours là de ce que j'ai pu voir et des fois on peut pas faire autrement, mais des fois je trouve que, ça serait bien de s'en inspirer. Donc tout ça pour dire que, c'est pas un tu vois, un shift mental aussi fort, OK. mais il y a le point où les shifts, moi j'y arrive toujours pas, c'est les shaders. Je suis pas un expert shader encore et les shaders à travailler sur les UV et cetera, j'ai compris le principe, mais alors si tu me demandes de faire tel ou tel truc, je vais en ch hein, beaucoup et ChatGPT va être beaucoup mon ami, mais je vais pas avoir assez de recul pour voir s'il me raconte pas de bêtises, quoi. Parce que là, il y a un shift réel de pensée pour moi et parce que, sans doute, je suis trop habitué à une façon de penser, de coder qui n'est pas celle des shaders. Il y en a des devs qui te diront tout l'inverse. Je suis ravi et j'ai juste envie de les rencontrer parce que je pense qu'on pourra bien travailler ensemble. Moi, ce shift-là, j'y arrive pas encore. Peut-être que j'y mets pas assez d'énergie, mais quand même, toi. Et c'est ce côté-là où moi je me dis: «Ouais, là, il y a quand même à revoir autrement une autre façon de penser». Ou c'est peut-être plus d'apprentissage, je sais pas. Mais ouais, l'un par rapport à l'autre, je galère toujours, ouais. Ouais. Voilà, Alors juste du coup pour nous autres novices de ce monde-là, le shader du coup, j'imagine que c'est ce qui va gérer l'éclairage, les ombres, ouais. la luminosité des différents, éléments dans une scène, c'est ça grosso modo? Ouais. Tu prends un exemple qui a été très, 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 médiatisé à un moment donné du jeu vidéo, c'est, Zelda avec le cel shading. Tu vois l'effet cel Mmh. shading? Shading, shader, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux rajouter en post ou en préprocesseur, en fait, un travail qui va être algorithmique, qui va travailler, retravailler l'image. Tu vas pouvoir transformer une image qui est, en noir, la mettre en blanc. Tu vas pouvoir mettre, ce qu'on appelle du bruit, donc recomposer ton image pour, la mettre d'une certaine façon, donner un style dessin, cartoon. Tu peux faire des effets de lumière en effet, d'ombre, même de rivière, hein, sans devoir amener un calcul qui soit très, coûteux. Parce qu'on va travailler sur la partie graphique et non sur la partie pros et donc voilà, attention, j'y mets des pincettes, je suis pas encore, hein, j'ai encore beaucoup d'apprentissage, là-dessus, mais c'est de ce que j'ai compris et donc tu as vraiment un travail sur, ce que va réaliser la personne qui font de la modélisation, donc les objets en 3D. Eux connaissent toutes ces approches et donc on va travailler vraiment sur toutes les étapes que eux ont, les UV, la partie vraiment texturing et cetera, pour aller, le transformer et en plus, vu que c'est du côté carte graphique, on peut optimiser vraiment, les rapidités d'exécution et c'est beaucoup moins coûteux. Un exemple pour illustrer ça et pour finir, c'est par exemple les nuages. Un nuage, moi j'ai tenté de le coder, juste simple, tu sais, tu prends des petites images, de GIF que tu déplaces, ouais super, c'est extrêmement coûteux et tu le fais en shader, mais alors, c'est fluide, tu sens plus rien, quoi et tu fais des effets de nuages qu'on voit dans quasiment tous les jeux 3A, quoi. OK. Mais du coup la complexité que tu évoques, est-ce que c'est dû au fait que c'est un ensemble de fonctions mathématiques, tu vois, qu'il y a un côté très matheux au truc parce que c'est du calcul de réfraction et compagnie? Ou est-ce que c'est juste que c'est un, tu vois, j'ai eu l'occasion d'en parler quelques fois aussi, cette approche par triangle, Ouais. ou par nuage de points? Enfin, tu vois, est-ce que c'est dû à quoi? C'est une notion de mathématiques qui rend le truc compliqué ou c'est vraiment une approche de la programmation qui est encore très différente? Ah, je pense pas que c'est une approche de la programmation qui est différente. En effet, par rapport à ce que tu décrivais sur la question initiale, en effet, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est surtout, comme je disais, de ma réflexion, c'est plus sur de l'approche mathématique où il m'en manque beaucoup de connaissances approfondies sur cette partie qui vont me permettre d'avancer et donc du coup, de temps que j'y mets pour, monter et peut-être que mon cerveau de vieux dev, de 40 ans arrive plus du tout à calculer ça, alors que peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais réussi, j'en sais rien. Mais je pense que oui, c'est ça. C'est pas un paradigme différent. La différence, en OK. effet, côté par tic ou pas, mais ça, je dirais que ça vient vraiment vite et le switch, il est assez simple, en tout cas pour moi, il est assez simple.
Et en plus, les 2 se complètent, donc ça va. Mais ouais, c'est vraiment sur ça et pourtant, hein, après c'est que moi, hein, mais j'ai quand même appuyé pour essayer de comprendre ce Mmh. système. Mais je pense que faut vraiment que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, tu vois? Un mentor qui me dit: «OK», ou je suis vraiment des formations complètes là-dessus, mais est-ce que j'ai envie d'y mettre l'énergie? Ça, c'est une autre question. OK. Tu nous parlais aussi tout à l'heure de qualité, Mmh. d'écriture. Quand on Mmh. parle de développement logiciel, ou d'applications mobiles ou de sites web, notamment sur ce podcast, on parle beaucoup de qualité logicielle, de l'usine logicielle. On Mmh. parle de TDD, on parle de nomenclature, on parle de pérennité du code, s'assurer qu'il est maintenable parce qu'on fait beaucoup de mises à jour. On fait des déploiements quotidiens et compagnie. Dans le jeu vidéo, clairement, il y a pas de déploiement, quotidien, il y a beaucoup moins de mises à jour. C'est quoi les Est-ce que vous avez aussi du TDD dans le jeu vidéo? Est-ce qu'il y a aussi des approches de qualité de code? Ou est-ce qu'au final, vu qu'une fois que c'est shippé, on s'embête moins à se demander si c'est maintenable? Ah, c'est toute la question. Alors, je connais pas tous les studios jeux vidéo, hein, bien sûr, et j'imagine que ceux qui ont il y en a qui ont ces choix-là. J'aimerais d'ailleurs, c'est vraiment un vrai intérêt, non pas de jugement, mais vraiment de curiosité de savoir comment les devs, choisissent leur, qualité. Cependant, moi, je peux déjà avoir du recul sur, déjà, toute la partie créa. La partie créa, donc par exemple, la modélisation, le graphisme, le sound design, encore en 2024, hein, parce que je reçois des stagiaires, des apprentis, n'a pas cette culture, par exemple, du versionning. Et rien que ça, tu te dis: «OK, c'est du copier-coller de dossier» et c'est la version 1, après c'est la version 1 point un peu meilleure, 1 point: «Ah zut, faut que je retravaille» et vraiment encore aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, c'est que je l'ai retrouvé aussi dans le monde du jeu vidéo, cette approche-là. Git n'est pas encore culturellement, chez tous les devs de jeux vidéo et malgré tout, la preuve, c'est que j'ai formé il y a encore pas longtemps à ça pour des devs de jeux vidéo. Donc oui, il y a cette approche-là. Si tu es passé par le monde de l'entreprise, tu l'as acquis automatiquement, Mmh. hein, c'est acquis et ça va bien. Donc il y a déjà cette approche de le côté de branching, de, flow, processus de Git qui est nécessaire pour moi quand on travaille à plus de 1. Déjà que 1, moi je pense qu'il faut travailler Git, alors, plusieurs n'en parlons pas et de 2, c'est que tu parles, c'est qu'il y a moins de livraison. En fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur cette approche de, tu sais, de quand on était jeunes, nous 2, hein, d'un CD ou de tout ce qu'il y avait avant, hein, même des cassettes. Maintenant, on est cette approche qu'on vit exactement pareil dans le dev, entreprise, c'est qu'on est sur de la livraison quasiment continue, sur, tiens, tu sais, sur Steam mise à jour, tiens, tu sais, maintenant tout est, c'est plus en livraison CD, quoi. On est vraiment, je trouve plus le mot, il veut pas venir, mais, zut, En merde. dématérialisé? Merci, nom de Dieu, il voulait pas revenir. En dématérialisé et donc du coup, ça permet aussi un avantage, c'est tu peux pousser automatiquement, rapidement une nouvelle livraison et donc c'est quoi derrière? Tu peux mettre en place des flux de livraison continue et donc oui, c'est en train d'arriver, oui, il y a des entreprises qui y vont, mais mon Dieu que c'est encore, de ce que j'ai pu voir et moi, j'aimerais bien rencontrer des entreprises qui ont fait des choix de qualité là-dessus aussi sur cette partie process, hein, Ops et autres. Mais de ce que je vois, beaucoup d'indep n'ont pas cette culture ou en tout cas ne la mettent pas en avant, tu vois? Et ça, je trouve ça dommage pour toutes les jeunes générations aussi, pareil, c'est le vieux qui parle, d'amener cette culture de qualité rien que avant de coder, hein. Il y a pas et c'est Mmh. dingue, moi je trouve ça dingue que, dans la partie créa, ça y est pas. Je donne un exemple d'un directeur artistique que je connais qui a 15 ans de métier, non 20 ans de métier maintenant. Il est toujours en copier-coller, toujours, alors qu'il travaille pour vraiment des grands groupes français. Et c'est normal, je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais parce qu'il est très, très bon dans son métier, il est très reconnu, mais par contre, il a pas cette culture et j'ai essayé de lui présenter, pas l'approche. Donc en jeu vidéo, on le retrouve beaucoup. Donc moi, j'acculture beaucoup, hein, les personnes de la créa à ça. Donc ça, c'est le premier point. Après sur la partie qualité, tu parlais des tests. Ouais, nous, en tout cas, nous, on les met en place. Pas partout, mais on va favoriser vraiment cette approche séparée. Tout ce qui est dans la qualité logicielle, mais ça, c'est parce que nous, on a vécu dans l'entreprise aussi, hein, Anthony et moi et donc on va mettre en place des tests unitaires. On va tester, sans faire les tests vraiment, clic, 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 tu vois, sur le jeu vidéo, quoi et donc on va essayer de faire, vraiment cette approche, séparée pour pouvoir injecter, des mocks, pour pouvoir tester, pour valider des tests unitaires. On va vraiment le faire. Approche en plus testing, métier, hein, on est vraiment dans le testing métier. On le met en place, nous et de plus en plus, ouais. Mais, Mmh. et je finis par là, pour répondre à ta dernière partie, il y a beaucoup aussi dans le jeu vidéo du jetable. C'est-à-dire que souvent, tu sais, tu testes tu vas tester une idée en game jam et puis, c'est du jetable. Pourquoi vas-tu t'embêter tu, en général, hein, t'embêter à faire du code de qualité alors que tu veux juste tester un concept? Donc là, à ce moment-là, tu vas écrire du code hein, et tu y vas à fond et puis, ça fonctionne bien. Et donc, des fois, oui, mais on connaît ça nous en entreprise, hein, les POC qui deviennent des
des Des projets, vrais projets. voilà. Et comment tu reprends ça? Et donc, Mmh. bah, nous, on l'a vécu avec Anthony. À un moment donné, on a dû aller vers du code de moins bonne qualité. On a dû enlever des principes qu'on connaissait et là, on est en train de les réamener. Donc, on est en train de faire, on a fait un choix à un moment donné, on dit: «Non, non, on repart sur la qualité. Tant pis, ça nous fait ralentir. Tant pis si on n'est pas comme tous les concurrents». On a cette envie et c'est quelque chose qui est présent dans notre jeu, c'est qu'on a vraiment ça se voit pas, hein, du côté jeu, mais on a vraiment la qualité qui est là. Pas toute, mais quand même des choix de qualité avec des compromis dus aux jeux Ouais, vidéo. Voilà OK. pour, Heu, je sors peut-être un peu du sujet, technique, et compagnie, mais t ta réponse m'y a fait penser. On voit quand même dans le monde du jeu vidéo, alors je sais qu'on parle des licences, triple A et compagnie, mais on voit des coûts de production des jeux vidéo qui deviennent, des niveaux, hallucinants et mmh. pourtant tu regardes les entreprises, ont l'air de publier des résultats qui sont quand même, limite, des jeux qui sont à peine rentables, alors qu'on parle de budget à plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment t'expliques ça? C'est pour toi, c'est lié notamment à ce manque de qualité ou en fait, du coup, c'est un peu le bordel et du coup, il y a une perte inhérente, qui serait à l'origine de tout ça? Ou est-ce que c'est enfin, comment est-ce que toi tu le perçois? Comment tu le vois, toi? Alors moi, de ma petite lorgnette de dev indépendant, Mmh de mh. jeux vidéo, hein, avec notre studio donc qui s'appelle Odd Whales, hein, donc les baleines singulières. On a, moi de ce que je vois, c'est, que déjà, c'est pas le dev qui va le plus coûter. Ça coûte, mais il y a pas que le dev. Il y a, tous les métiers de créa qui coûtent très cher. Le temps de réalisation de créa, la modé et avant la modé, tu as toute la partie, des chara design et cetera, quoi. Tu as tellement une chaîne qui se démultiplie et chaque métier est à payer que c'est un coût énorme. C'est un coût énorme et en plus, dans les jeux 3A, on va dire, de ce que j'ai pu, échanger avec Atlan Games là, donc moi j'habite à côté de Nantes et Atlan Games, c'est l'association qui rayonne pour, aider donc les studios indép de jeux vidéo dans cette région, Pays de Loire et on en a discuté sur, bah, en fait qu'il y a pas que cette partie dev et créa. Il y a tout le reste qui coûte extrêmement cher, c'est se démarquer et comment on se démarque aujourd'hui? Bah, c'est à coup de pub. C'est à coup de tout ce qui est com et publicité et ça, pareil, c'est des budgets, mais quand tu vois les affiches, mais tu as vu, la taille des affiches? Moi, je Ouais. pense que vraiment, c'est ça la difficulté de rentrer dans pour être rentable, bah, c'est vraiment ça et c'est pour ça que la tentation de, bah, tous les jeux 3A, c'est de renouveler, un peu ce qu'on voit dans le cinéma, tu sais? Renouveler, faire la V1, V2, V3 du jeu. Last of Us, c'est un est typique, même si extraordinaire ce qui parle d'eux. Ouais, bah, tu renouvelles, quoi et tu réinventes pas un nouveau parce que, bah, ça va te coûter trop cher, c'est trop risqué, c'est en plus un nouveau concept. Il y a que les indép qui tentent ça. Les jeux indép, voilà, donc moi je pense qu'il y a ça et après oui, ce que je remarque, c'est que même dans les jeux 3A, bah, tu vois la qualité, quand on entend: «C'est buggé, c'est buggé, c'est buggé». Oh, bah, à mon avis, si c'est buggé, derrière, il y a des problèmes de code et de qualité, oui et de process de testing et d'itération, clairement. Mais il y a tellement de crunch pardon, là-dedans, pas de crush, de crunch, tellement de crunch quoi, donc de surcharge de temps que je me dis, la fatigue, elle est tellement inhérente là-bas que la pression, elle est tellement forte dans les gros jeux que ça découle automatiquement, hein, le manque de qualité et donc du coup de Mmh. bugs. On a vu des jeux, hein, qui sont faits complètement mais, bâchés sur internet et à cause de ça, hein et ils sont pas c'est récent en plus, hein. Ouais, C'était là, mais voilà, hein, donc ouais, je pense qu'il y a un c'est multifactoriel, le coût et mais je pense que nous, en tant que dev, on a une responsabilité là, tu vois? Je pense OK. vraiment. Mmh. Hem Je et ça ressemble à quoi heu, j'essaie de formuler ma question, mais, heu, pour le dire plus clairement, en fait, tu as la chance de pouvoir aujourd'hui être dev dans le jeu vidéo qui était le truc que tu avais envie de faire depuis que tu étais tout petit. mmh. Ça ressemble à quoi? Enfin, ça procure quoi de pouvoir, dev dans ce truc-là? Est-ce que tu as une pression de te dire: «Ah la vache, je veux le faire depuis que je suis tout petit, je veux faire un truc nickel, machin et compagnie»? Est-ce que c'est juste, tu es BA, de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures? Tu vois? Comment ça se concrétise? Ouais, il y a de ça, il y a une sorte de quoi, au début, je l'avais vécu, il y a une pression déjà, il y a la pression, tu sais, il y a 1 200 jeux, hein, qui sortent, je crois, chaque jour ou chaque semaine, je crois, sur Ah ouais? Steam. Ouais, je crois que c'est par semaine, c'est un truc de dingue. J'avais vu les stats, là, c'était sorti la semaine dernière, la semaine d'avant. C'est un truc de dingue. Donc déjà, tu as cette, pression de, trouver l'originalité, et donc ça, moi, on l'a vécu, hein, bah, comment réussir à se démarquer et tu l'as en deuxième, c'est avec la CNC, avec, donc la CNC, hein, c'est le Centre cinématographique national qui peut donner des aides, hein, vraiment apporter de l'aide, à hauteur de 50 pour ton jeu vidéo
Et ça, pareil, tu dis, bah, comment tu te démarques pour, te dire qu'il y a 70 candidatures et qu'il y en a que 10 qui sont retenus, tous les 3 mois. Bah, pareil, ça met une pression de malade. Et la troisième, c'est, la pression, que moi j'ai eue en tout cas, c'est, bah, moi je peux pas être dev de jeux vidéo à 100 alors que c'est mon rêve. Aujourd'hui, je développe, dans mes temps où je fais pas de la formation, où je fais pas du coaching, où je fais pas de l'accompagnement, tu vois? De mes métiers à côté quoi, ou du dev, pour entreprise quoi. Donc bah, des fois je développe, 2 jours d'affilée, comme des fois, bah, pas du tout parce que, bah, oui, j'ai des formations qui durent 3-5 jours. Donc ça rajoute une pression et donc bah, tout ça, c'est vrai que, je vois que j'aurais bah, c'est facile, hein, mais j'aurais bien aimé moi le dev, quand j'étais jeune étudiant quoi, tu vois? Et j'aurais dû le faire à ce moment-là. Mais ça c'est pareil, c'est le vieux qui regrette, hein. Mais bon, j'accepte ça et la pression maintenant elle est diminuée parce qu'en fait on se dit: «Nous on va jusqu'au bout». On voudrait qu'il soit rentable, mais on se dit déjà c'est notre premier jeu. Le premier donc il a échoué pour des raisons autres, hein. Il n'était pas sorti donc il a échoué avant ça. Mais celui-ci on va jusqu'au bout. On voit déjà ce que le retour de la communauté, on apprendra et tant pis si on n'est pas rentable. Et là, ça allège la pression. Et tant pis si on n'arrive pas, à livrer dans les temps qu'on a prévus. On n'est pas un 3, on n'a pas encore de sponsor, donc tant qu'on n'a pas ça, on peut se libérer de la pression et on s'est toujours engagé, on va aller jusqu'au bout. Déjà de la vertical slice, donc la démo livrable, hein, sur Steam. Mmh. Ça sera normalement au mois de juin d'ailleurs et si tout va bien et pour l'instant, on est dans les bons temps, mais bon, c'est bien ce que ça donne. Voilà donc on a réussi à se délester de cette pression, mais à un moment donné, ouais, on l'a vécu, hein, et c'était assez costaud à gérer, ouais. OK. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, un plaisir d'enfant qui revient, régulièrement? Parce que tu vois, il y a quand même aussi une concrétisation d'un rêve ou d'un idéal? Ouais, ah ouais, non, mais c'est ça qui en fait, à des moments donnés, il y a des coups de mou, qui sont inhérents à un projet qui dure longtemps. Donc là, ça fait, depuis les débuts de l'idée, ça fait donc 5 ans que j'ai eu la première idée du jeu. Elle s'est concrétisée d'abord donc en Signal Memories, ça a échoué. Et donc là, il y a un deuxième. Donc là, ça fait 3 ans. Ça fait 1 an et demi qu'on est à fond dessus et bah, en fait, c'est comme en coaching, je le dis, il y a toujours cette vision à garder et quand tu as des coups de mou, bah, toujours se rappeler de tu regardes au début de pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Et moi, à chaque fois et puis, en fait, il y a un autre côté, j'adore être avec des gens, j'adore accompagner, j'adore former, hein. Ça me nourrit, puis je vois que ça nourrit les autres et puis, bah, à chaque fois, ils en sortent, toujours grandis. Ouais, mais j'adore dev et j'adore encore plus dev de jeux vidéo, mais c'est un Mmh. kiff monumental. Mais vraiment, j'aimerais vraiment faire que ça, avec le coaching, tu vois? C'est vraiment, si je pouvais, oui, mais pas, toi, aller dans une entreprise, je sais, par exemple, Ubisoft ou autre et être payé que pour ça. Parce que le métier est tellement riche que moi, je trouve que ça m'enrichit de ne pas faire que du dev, mais quand même, quel plaisir! À chaque fois que j'ouvre mon Unity, le soir, hein, toi, moi je dev le soir quand j'ai des formations. Le soir, quand les enfants sont couchés, que j'allume mon PC, que j'ouvre quoi mon PC, que je me connecte là et que je commence à coder, mais c'est un plaisir, mais même si des fois c'est chiant parce que ça fonctionne pas, tu sais, bah, tous les plaisirs du dev, quoi. Mais Ouais. c'est oh là là là, c'est vraiment et puis du coup, je suis obligé de me mettre une alerte. Bah, on connaît ça en tant que dev quand on est passionné. Tu sais «Ah merde, il est déjà, 1 heure du mat, 1h30. Oh putain, ça va être dur demain» et tant mieux, je Mmh. préfère être crevé pour ça, quoi. C'est un régal. Je retrouve les plaisirs que j'avais quand j'étais, jeune dev aussi. Dev Ouais, en je vois. entreprise, tu la passion, Ouais. j'ai toujours eu des side projects et quel plaisir. Hem, j'avais reçu, de Christophe Galati, de souvenir, qui a créé un jeu qui s'appelle, Save Me Mister Taco. Je me souviens plus exactement, faudrait que je retrouve. Heu, qui avait une phrase que j'ai trouvée intéressante. Il expliquait que lui, en fait, à la base, il était pas forcément, développeur. Ah ouais, Lui, ce qu'il voulait, c'était raconter des histoires, d'accord, qu'il était du coup, fan de jeux vidéo et du coup, il s'est mis au dev, bah, pour faire un jeu vidéo, pour raconter des histoires, tu vois? C'était une espèce d'accord. de c'était un médium, comme un autre, comme il aurait pu apprendre à écrire en français ou je ne sais quoi, ou faire des films. Lui, il a choisi, le monde du jeu vidéo. Hem, Est-ce que toi, tu as toujours eu cette fibre un peu artistique au final, dans cette expression artistique, qu'est le jeu vidéo? Ouais, complètement. Hem, En fait, avant, j'avais une sorte de déni, je pense, de dire que le dev, c'est pas de la création et très souvent, on était mis dans une case à côté et en fait, moi, je remarque que le dev, pour avoir discuté donc du coup, avec mon frère, qui est du métier donc artistique et puis avec d'autres, artistes, dont les personnes qui sont dans pour le jeu vidéo, bah, en fait, on a la même approche, la même façon de créer.
c'est un truc de fou. C'est que tu as Mmh. des patterns, tu as un métier à apprendre et après tu crées, tu écris ton code, chacun sa façon d'écrire, même s'il y a des principes à respecter et cetera, c'est exactement pareil. Donc déjà, en fait, il y a une sorte à un moment donné tu sais, d'accepter, de reconnaître que dev, c'est aussi de la création et quand on dit tous: «C'est mon code», on le dit tous, même si après on de dire que ça l'est plus, mais il y a ce plaisir de montrer code. Ça, c'est le premier point. Puis à côté de ça, moi je crée, j'écris, j'écris des poèmes, j'ai tenté, je dessine aussi, attention je suis pas du tout, dessinateur en vrai, mais j'aime dessiner. En fait, j'ai toujours la création en moi depuis même avant le dev, parce que j'avais hésité à devenir, donc du coup dessinateur avant le dev. Donc oui, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça et là, ce qui est génial avec le jeu vidéo, c'est que vu que je suis celui qui, porte la vision du jeu, je vais aussi chapeauter, l'ensemble des équipes et du coup, c'est génial. Ça m'enrichit tellement quand tu as un sound designer qui te parle de son sound design, tu te dis: «Attends, est-ce qu'on est bien dans la direction sonore qu'on a imaginée?» Et c'est tellement enrichissant au niveau création que, ouais, je suis d'accord sur le côté, c'est un médium. Par contre, moi, je vois un point, c'est juste apporter, moi, de ce que je vis, j'ai un vice qui est là, c'est le fait que je suis dev. Donc malgré tout, des fois, je suis un peu tenté d'écrire du dev. C'est-à-dire vraiment d'écrire du code et peut-être que ce code, il est pas si utile que ça et plein de fois, je me suis remarqué, tu sais, le plaisir d'écrire, de créer par le code. Ouais, mais pour le Mmh. jeu vidéo, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Et des fois, on s'est dit: «Non, en fait, on n'est pas obligé d'écrire du code, on peut récupérer du code déjà fait, on peut» et donc ChatGPT aussi nous a appris ça aussi. Toi, à lâcher du lest aussi sur, le code. Sur le code que tu écris, sur, l'envie de tout écrire aussi. Mais est-ce que c'est spécifique au monde du jeu vidéo? Parce qu'au final, heu, savoir aller chercher une librairie ou un truc qui le fait déjà, plutôt que Ouais. de coder soi-même, c'est des trucs qu'on a aussi dans la production logicielle? Oui, complètement. Mais en fait, que moi, j'ai redécouvert cette envie de faire le jeu par moi-même, toi, ce Mmh. côté peut-être ego dev, je sais pas, mais je l'ai redécouvert, comme si j'avais quasiment c'est con, mais quoi qu'on non, c'est comme ça. C'est tellement un plaisir que c'est comme si j'avais oublié mes 20 ans de métier presque à des moments donnés, tu vois? Ouais. Et de tout ce que j'ai pu apprendre de maintenant, ce que je dis même en entreprise quoi, comme tu dis, aller chercher les bris, ne pas réinventer la roue et cetera quoi et là non, il y avait cette envie à un moment donné de: «Ouais mais là je code du jeu vidéo quoi. Mmh. J'ai envie que tout ce que j'écris ça soit moi». Tu vois il y a vraiment cette envie de mettre ta patte et tout et ça a été très dur de faire un peu le deuil, comme en dev, hein, de dire: «Non, non, tu peux pas» et en plus tu peux vraiment pas. Il y a tellement de choses à faire, les shaders dont on a discuté tout à l'heure et cetera que ouais, hop, tu reprends, tes bons réflexes et tu dis: «OK, c'est quel médium? OK, il y a ça, donc qu'est-ce que j'ai besoin?» Il y a du code à un moment donné. Des fois, je ferai pas du code, c'est pas grave, parce que le but, c'est de réaliser ce que j'ai envie de montrer dans le jeu, quoi. Tout à Mmh. fait. Alors j'essaye pas de rationaliser, ton engouement ou ta passion sur le truc, mais est-ce qu'au final cette approche-là, elle est pas aussi inhérente au fait que tu es en train tu en train d'apprendre, une nouvelle techno, un nouveau métier, tu vois? Un nouvel usage, on va dire et qu'au final, quel que soit ton âge et quel que soit l'environnement, tu vois, tu te mettrais, demain, je sais pas à essayer de faire de l'embarqué pour faire de la robotique, je ne sais quoi. Bah, pareil, tu as ce côté, tu as tout à apprendre et du coup, tu as envie de tout faire et dès que tu as un truc, tu dis: «Ah tiens, j'aimerais réussir à faire ça, machin et compagnie» et puis il y a un moment où tu commences à être un peu plus, un peu plus posé, un peu plus à l'aise, un peu plus, expert, on va dire et du coup, tu sais que, tu sais ce que tu sais faire et tu sais ce que tu sais pas faire et Ouais. du coup, tu vas plutôt aller chercher, tu vois? Est-ce que tu crois que c'est vraiment inhérent au côté, je suis en train de kiffer le jeu vidéo et je veux vraiment tout faire de A à Z? Ou est-ce que c'est juste, en fait, que tu es en train d'apprendre un nouvel environnement, une nouvelle techno et du coup, tu as cette fougue de la jeunesse, on va dire, au final, c'est tu as envie de tout faire parce que tu es en train de tout ingurgiter, quoi. Ouais, je te rejoins à 100. Il y a vraiment de ça. Il y a le fait que il y a la découverte, il y a le plaisir, ça me nourrit beaucoup, donc du coup, tu envie de t'intéresser à tout ce qui se passe. Ça te permet en Mmh. plus d'apprendre beaucoup. Ça rouvre ma passion, en plus, hein, ça me donne un ressouffle. Parce qu'il y a un moment donné, moi, dans le dev, j'ai vraiment eu une période où j'en avais vraiment marre, une sorte de ouais, de traversée du désert du dev, où je voulais plus coder totalement, hein. Ça m'énervait, en fait, vraiment, je pensais avoir à peu près tout vu, même si, tu vois, j'avais vraiment cette impression un peu d'être un pion, quoi et
Et c'est vrai que le jeu vidéo a redonné l'énergie. Donc il y a ça d'abord et en effet, comme tu dis, vu que c'est nouveau, ça amène, bah, tu vois, tout à Mmh. découvrir, toute l'envie. Donc je suis tout à fait d'accord et là, nous, on sent, hein, on a déjà, il y a le budget, hein, il y a l'argent, l'idée de, bah, d'être le moins coûteux possible qui nous rappelle toujours à l'ordre puisque, bah, c'est quand même notre entreprise Dev to Be Curious qui finance, qui sponsorise pour l'instant, hein, le développement de notre jeu vidéo. Donc bah, tu as quelque chose qui est la rationalisation en effet, de dire: «OK, là, il y a pas besoin de faire ça, quoi». Là, ça sert à rien de le coder, on va chercher, un plugin, ça rappelle toujours à l'ordre et en effet, il y a la maturité. Ça y est, on commence à se dire: «Bah, OK, nous, on veut quand même aller au bout, puis on a envie de réaliser ce jeu parce qu'il y a des idées qu'on va amener, il y a une histoire qui est là derrière. Il y a des voilà, il y a un thème qui nous passionne aussi» et donc je suis d'accord avec toi, il y a cette maturité. Mais par contre, moi, je veux pas qu'on tombe dans le côté où, bah, comme les grandes boîtes, hein, tu sais, ce côté où ça devient trop rationnel, tu as trop de métiers. Et non, je veux qu'on reste un studio de indep, tu vois? Avec, ce Mmh. touche à tout et même si on doit rénationaliser, optimiser et cetera, garder quand même ce côté, main tu vois? Mettre ta patte et mettre aussi les mains dans le cambouis, quoi et c'est OK. Ouais. Donc J'aimerais revenir aussi sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le côté, création, mmh mh. du métier de dev. Heu, Tu seras environ l'épisode, 260-270, donc j'ai vu passer des gens. Il y a un truc qui revient souvent sur le podcast, c'est que le fait que le métier de dev est un métier d'artisan. D'ailleurs, je vous reconseille, l'excellent podcast Artisan Développeur, même si Benoît est en train de prendre une grande pause, son Mmh. contenu est vraiment, passionnant. Ah oui. Hem, et moi, j'ai tendance à répondre que le dev est un métier d'artiste, parce que je trouve qu'on a ce côté, épiphanie, on a effectivement ce côté création que tu évoques, et j'ai fait du coup une série d'épisodes cet été où j'ai reçu, des artisans et des artistes pour voir avec chacun un peu comment fonctionne leur métier et voir du coup si le métier de dev est un peu plus un métier d'artisan ou un métier d'artiste. Mmh. Et du coup, j'ai fait une conclusion notamment avec Benoît, donc d'artisan développeur. Lui, il me parlait un peu de cette notion d'intention, en fait, et que l'artiste ne travaille pas dans la même intention que l'artisan. Mmh. Toi, là, tu évoques ce côté, de création. Hem, pour toi, tout dev a ce côté artistique. Est-ce que pour toi, il y a quand même quelque chose qui dé en différencie certains par rapport à d'autres? Et si oui, ce serait quoi? Tu vois, comment est-ce que toi, tu perçois cette dimension artistique, au-delà du jeu vidéo, hein, parce que je pense qu'on peut être un Mmh. artiste du dev, même quand on fait de la robotique, de l'embarqué ou même du logiciel de compta, c'est pas forcément le sujet. Mais tu vois, comment est-ce que toi tu le définis ce truc-là? Je pense que c'est un peu des 2. Moi, je le définis comme, bah, déjà aujourd'hui avec le nombre de devs qui sont arrivés sur le marché, ça a permis, je trouve, de quasiment changer l'approche d'un métier, qui était métier passion avant beaucoup, hein. Il y avait: «Ah, tu pas passionné, t'es pas dev». Il y avait beaucoup ça avant, je trouve. Moi, j'en faisais partie, malencontreusement ou pas, je sais pas. Je voulais pas les mettre à l'écart, c'est juste que j'ai remarqué que pour faire ce métier qui est difficile, si tu pas la passion, c'est dur, quoi. Moi, je trouve que moi, c'était la passion qui a toujours été mon moteur, en tout cas et et donc déjà par rapport à l'artiste, ouais, il y a ce côté créa, mais en même temps, je trouve qu'il y a l'artisanat parce qu'on a, ce côté où on a des patterns, on a un but aussi de bah, l'artisan, c'est celui aussi qui veut gagner, qui veut aller vers aussi gagner de l'argent. C'est un super débat philo, hein, d'ailleurs, hein. Mais je trouve que moi, je trouve que c'est un peu des 2. C'est-à-dire que moi, je me sens vraiment artiste quand je crée en dev pur Mmh mh. et par moment, en fait, je suis juste artisan. C'est-à-dire que, bah, je dois bâtir, je dois construire, j'ai mes patterns, je les respecte et ça va très bien. Je sais choisir ce qu'il faut par rapport aux besoins et donc en soi, je trouve que ça se nourrit des 2 et je pense qu'il y a des devs qui peuvent être juste artisans, sans passion, juste appliquer les patterns. On leur a appris ça, ils apprennent encore leur métier. Ils sont juste bons dans leur domaine et c'est OK et c'est vraiment OK. Et tu as ceux qui sont artistes, qui ont envie de créer, qui vont faire des belles choses, qui vont adorer le côté, bah, moi que j'adore par exemple, l'architecture bien faite, la scalabilité ou des choses comme ça et je trouve que les 2 se nourrissent en fait. Peut-être que les 2 peuvent au contraire bien vivre ensemble et on est aujourd'hui encore plus, hein, on n'est plus obligé d'être un dev artiste pour faire du dev. Mais par contre, je trouve qu'on en perd un peu cette bah, tu parlais de saveur tout à l'heure. Mmh. Moi, je trouve, bah, parce que je suis passionné, hein, de ça, on en perd la saveur. Moi, je trouve que toi, si tu rentres chez toi et je peux comprendre que tu sois crevé, c'est OK totalement, hein, c'est normal. Tu as une grosse journée, puis les journées de dev, elles sont épuisantes, je trouve. Mais moi, je trouve qu'il y a un moteur, toi, il y a un moteur d'écrire du code et bah, il y en a, non, c'est le moteur, c'est pas écrire le code, c'est j'écris le code pour répondre aux besoins du client
et ça les motive tout autant. Et puis c'est OK, ils vont écrire du code, ils vont respecter. Des fois, ils vont faire même du copier-coller, ils comprennent rien. J'entends beaucoup de devs dire ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup en formation. Et bah, c'est OK, tant qu'ils répondent aux besoins, ça a l'air d'à peu près fonctionner. Moi, je crie au scandale, mais je Mmh. comprends parce que leur but, c'est pas le même, c'est pas l'artiste, c'est l'artisan qui parle. Et je trouve que les 2 se nourrissent très bien, et je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, tu c'est un métier qui est plus, pluriel, qu'avant. OK. Pour terminer, on a parlé un peu de la qualité logicielle dans le monde du jeu vidéo. Tu as cet avantage de connaître, la création de logiciels, de gestion comme tu le disais ou enfin un côté un peu plus traditionnel et aujourd'hui le monde du jeu vidéo. Ce serait quoi pour toi les différences dans le déroulé d'un projet, de création d'un site web classique, on va dire, ou d'une app, versus là dans le monde du jeu vidéo? Mmh. Ah ouais, ça c'est ouais, chouette cette question. Bah, déjà, ça dépend, je vais faire une réponse à la normande encore parce que ça va dépendre aussi déjà de l'entreprise si elle a la culture agile ou pas, hein, même si on la met très en avant, même si aujourd'hui, à ce qui paraît, toutes les entreprises connaissent. En vrai, la plupart ne l'appliquent pas bien l'agilité. On va dire le développement itératif. En jeu vidéo, nous, on a tenté de mettre un développement itératif, ça n'a pas fonctionné. En fait, en jeu vidéo, il y a 3 étapes. 3 étapes. Et si tu veux aller, par exemple, faire des demandes de financement, tu dois respecter ces 3 étapes, point final. La première, c'est écriture, écriture du game design, écriture de l'histoire. Deuxième, c'est pré-prod. Troisième, c'est production. Point. Que tu fasses itératif à l'intérieur, ça ne change rien. Ça donne que déjà, ça change complètement parce qu'en fait, ça fait une approche un peu cycle en V quand même du développement qu'on trouvait dans les années, il y a encore des entreprises Mmh. qui font ça, mais on a quand même bien changé la plupart des boîtes en dev, mobile ou site web. Donc toi, déjà sur ça, ça change complètement le process. C'est-à-dire que on a vraiment cette approche du test and learn, quoi, du test vraiment, tu sais, à la game jam, là. Tu sais, les game jam, l'idée de vraiment développer rapidement un petit jeu, un peu un hackathon, quoi. Hem, eh bien, il y a vraiment cette approche-là, il y a vraiment cette culture du jeu de table, je teste mon idée le plus tôt possible, qu'on trouve en startup, tu sais, avec le MVP. Mmh. Et ça, bah, il y a des boîtes qui l'ont en dev de jeux vidéo. Oui, ça, ils sont quasiment, je dirais que c'est inhérent. Mais en entreprise, bah, tout le monde n'y arrive pas. Les startups l'ont. Mais les grosses boîtes, tu sais, les entreprises un peu historiques, elles ont plus de mal avec ça encore. Donc je dirais que, ouais, il y a vraiment cette différence, des 3 étapes vraiment à respecter en jeu vidéo et malgré tout, tu vas devoir, entre guillemets, hein, si tu veux du financement. Nous, on l'a senti, hein, on nous a recadrés là-dessus. Et il y a l'étape alors que dans tout ce qui est applicatif, bah, tu peux te permettre de faire du cycle en V ou de l'agilité, ça va fonctionner. Tu es pas obligé de faire un test and learn, faire un MVP d'abord. Tu peux, si tu es pas une startup, tu peux déjà développer puis te faire d'itératif, agilité et ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne, surtout aujourd'hui, je dirais. Moi, en tout cas, c'est ce que Ouais. je vois comme vraie différence, quoi. Mmh. OK. Canon. Merci beaucoup, Evan, pour, toute cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions, rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a, un contenu, technique ou non, que tu souhaiterais, recommander à l'ensemble des auditeurs? Ouais, bah, c'était par rapport à la discussion qu'on a pu avoir, sur, .NET tout à l'heure, hein. C'était vraiment aller voir toute la partie AOT.NET, hein. Juste taper AOT.NET, moi je pense que ça peut être vraiment intéressant, sur le site officiel de .NET. Je pense que c'est un point riche et le deuxième point, bah, en fait, que j'aimerais partager, c'est, bah, toute la découverte, de, Unity, en fait, si ça intéresse les gens, d'aller voir, en fait, aujourd'hui, ils ont fait des super tutos, qui sont bien faits pour appréhender le jeu vidéo et le comprendre. J'en ai d'autres, hein, j'ai encore plein d'autres liens sur le game design et cetera, mais je m'arrêterai là. Et est-ce que pour toi, du coup, c'est la création de jeux vidéo, tu en parlais tout à l'heure de cette logique de ticker qui a un paradigme un petit peu différent. Est-ce que pour toi, tout le monde devrait un jour tester de se faire un jeu vidéo pour se confronter à cette approche un peu différente? Bonne question. Est-ce que tout le monde? Je dirais, non. Ou tous les devs, tu vois? Est-ce que pour toi, c'est inhérent? C'est qu'est-ce que tous les devs devraient se confronter à ça? Ouais, pour la partie performance. Tu quoi, même si aujourd'hui on l'oublie un peu, il y a encore ce besoin de performance et Mmh. je suis allé à une formation non, c'était un speaker c'est l'événement qui s'appelle Add-on à Rennes, une fois par an, organisé par Atlan Games, donc autour des jeux vidéo. Il y a une personne qui a dit: «Bah, vous voyez, on a des réflexes là d'utiliser des dictionnaires et cetera». Bah, c'est pas bon ça. Niveau perf, c'est pas bon. Vous avez tout pété parce qu'à tel moment dans la stack, ça va faire ceci. C'était enrichissant à souhait. Donc rien que pour ça, les rappels de ce qu'on a oublié en dev, les performances qu'on retrouve, hein, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, rien que pour ça. Rien que pour ça peut être intéressant et pas obligé de faire un gros jeu, hein, juste un petit jeu tout Mmh. simple. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mmh.
On mettra en description de l'épisode la vidéo que tu viens d'évoquer. Ça peut être ça peut être intéressant. Top, merci beaucoup. Et donc j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question la plus importante auquel ce podcast essaie de répondre. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Les 2. Les deux? Mais ouais, les 2, mais tabulation parce que je me fais engueuler par un pote dès que je fais des espaces. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Evan, pour cette Avec plaisir. discussion. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Alors voilà, j'espère que si vous avez une passion, si vous avez toujours rêvé de faire du dev, alors ça peut être du jeu vidéo, ça peut être peut-être de l'embarqué, ça peut être de la robotique, parce qu'il y a aussi plein de gens qui ont ce fantasme-là, ça peut être de l'IA aussi. Voilà, je pense que le parcours d'Evan, c'est aussi un moyen peut-être de vous inspirer, de vous dire, OK, peut-être que moi aussi, je peux réussir à trouver un peu de temps pour créer un petit peu un truc à côté, faire de l'IA. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. Faire de la robotique, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais qui sait, ça peut-être aussi exister. Donc voilà, on fait un métier passionnant, hyper riche avec plein de trucs. Donc il ne faut pas hésiter à tout faire pour le kiffer encore plus, toujours au maximum. Moi, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires.